Bonjour à tous, je profite de cet épisode pour vous parler du tout nouveau projet de Tip & Shaft baptisé Sailors. Sailors, avec un Z, c'est la plateforme de vidéo à la demande par abonnement dédiée à l'univers de la voile de compétition que Tip & Shaft a lancé le 1er décembre. Avec Sailors, notre objectif est de proposer aux passionnés le meilleur de la voile de compétition en streaming sur une plateforme accessible depuis tous vos appareils, ordinateurs, téléphones ou tablettes. Au menu, des documentaires, des séries, des récits de courses, des portraits, des sagas, pour beaucoup disponibles uniquement sur Sailors. Le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Voilà, tout ça se passe sur sailors avec un z.com. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéo à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 120e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 30 mai, il est 9h33 exactement et nous allons parler aujourd'hui du Pro Sailing Tour dont la 3e édition s'est achevée lundi à Brest par le Postlog. Nos 3 invités ont terminé aux 3 premières places de cette saison 3 dans l'ordre Erwan Leroux, skipper de Coesio, dont c'est la première victoire au général sur le circuit. Salut Erwan. Salut Axel, salut Thibaut et salut Pierre. Voilà, tu as tout dit. Le deuxième au classement général a remporté quant à lui le Final Rush entre la Sardaigne et Brest à bord de Solidaire en peloton Arcep. Il s'agit bien évidemment de Thibaut Vauchel-Camus. Salut Thibaut. Salut Axel, salut à tous. Et le troisième est un petit nouveau dans la classe Ocean 50, il porte les couleurs de Viabilis, vous l'aurez reconnu, c'est Pierre Quiroga, l'un des 2 Méditerranéens du circuit avec Christopher Pratt. Salut Pierre. Salut à tous. Eh bien messieurs, avant de revenir dans le détail avec vous sur ce Pro Sailing Tour 2023, un petit mot rapide sur ce circuit réservé à la classe Ocean 50 lancé en 2021. La première édition avait été remportée par Sam Goodchild et l'équipage de Layton, la seconde en 2022 par Quentin Vlaminck sur Arkema 4 et c'est donc Coesio avec Erwan Leroux aux commandes qui inscrit cette année son nom au palmarès de l'épreuve à laquelle participaient 5 équipages dont 3 nouveaux, Viabilis donc, mais aussi Le Rire Médecin Lamotte mené par Luc Berry et Wind of Trust de Christopher Pratt. Le circuit comprenait cette année 3 étapes dans un format ramassé d'un peu plus de 2 semaines. La première entre La Seyne-sur-Mer et Bonifacio a été remportée par Coesio avec seulement 44 secondes d'avance sur Viabilis, on va en parler. La seconde entre la Corse et Alghero en Sardaigne, une nouvelle fois remportée par Coesio. Tandis que c'est Solidaire en peloton Arcep qui s'est donc imposé sur le Final Rush entre Alghero et Brest. Eh bien Pierre, on va peut-être commencer par toi. Ce Pro Sailing Tour était ta toute première course à la barre de Viabilis et sur le circuit, pas sur le circuit Ocean 50 parce que tu avais fait quelques courses l'année dernière, mais en tout cas à la barre de Viabilis, l'ancien Layton de Sam Goodchild. Est-ce que avant de parler de ce Pro Sailing Tour, tu peux nous raconter un petit peu tes premiers pas dans la classe, ton installation à Saint-Malo, la découverte d'une nouvelle équipe, parce qu'on rappelle, tu as fait l'objet d'une sélection que tu as remportée, une sélection qui était faite sous l'égide de l'équipe BE Racing de Servan Escoffier et Louis Burton. Ouais, exactement. C'est sûr que moi j'ai touché le bateau, je l'ai vu pour la première fois dans le hangar à Nautimor au mois de mars. Et la sélection a été assez longue puisqu'on a envoyé nos dossiers, tous, chacun des skippers, au mois de janvier. Donc voilà, 3 mois de sélection de dossiers un peu stressante puisque c'était aussi la période du mercato pour savoir avec qui on allait faire la transat. Donc pas simple, pas simple d'avoir un œil sur l'avenir à ce moment-là. Mais quand l'annonce a été faite début mars, c'est sûr que ça a été un réel bonheur. J'ai pu découvrir et m'investir au sein de la ville de Saint-Malo, de l'écurie BE Racing, voilà, qui est en pleine expansion en ce moment. Et puis après, voilà, on a eu un petit retard de mise à l'eau, mais dès le mois d'avril, on a enchaîné des navigations. Déjà, ça a commencé par
un convoyage Lorient-Saint-Malo et des navigations en rade Malouine sur le mois d'avril. Effectivement, pour parler d'un mot de la classe, bah, c'est une classe que je dirais amicale, mais aussi de haut niveau. J'ai été très, très impressionné de voir le niveau que pouvait avoir chaque bateau sur l'eau sur ce Pro Sailing Tour, mais aussi à l'entraînement. Luc, avec qui on s'est entraîné quelques fois au mois d'avril, a rapidement été dans le match. Il s'est bien entouré de personnes qui connaissent ce support. Donc ouais, ça répond vraiment à toutes mes espérances et à tous les critères que je voulais cocher. Il y a de l'équipage, il y a du large, il y a aussi de l'inshore, il y a une super dynamique. Les bateaux sont complètement dingues et là, je peux parler, en la voix de mes équipiers sur cette dernière étape. J'avais, Léonard Legrand et Pascal Bidegruy qui sont des adeptes de l'ultime et qui voilà, qui n'ont pas trouvé beaucoup de défauts à ce trimaran de petite taille, qui affiche des vitesses complètement affolantes et surtout un match d'enfer. Bon, on va effectivement reparler de vos équipages respectifs. Bah, c'est pas la première fois que tu dois t'installer en Bretagne, hein. Tu as quand même vécu un petit peu du côté de Port-la-Forêt quand tu étais skipper massif. Ça a été pour toi, c'était une des conditions pour remporter cette sélection Viabilis. C'est quelque chose que tu as fait facilement ou le Ah non, non, dépaysement? c'est sûr que c'est pas voilà, c'est un investissement certain. Je sortais de 3 ans, entre Concarneau et Port-la-Forêt, donc 3 ans loin de mon socle familial et personnel. C'était un nouvel investissement à faire pendant 4 ans et c'était une contrainte, un souhait du partenaire et de l'écurie, donc non négociable. Ça se discute forcément, voilà, j'atteins des âges où j'ai 30 ans, j'ai une vie, j'ai une vie conjugale qui se forme, donc forcément, ça demandait de gros investissements de la part, de mon entourage et ça a été une discussion de plusieurs jours de savoir si on était prêt à le faire ou non. À partir du moment où j'ai eu le go, effectivement, on est monté dès le mois de mars, dans les meilleures conditions possibles puisque j'ai réussi à trouver une petite maison, au Bas-Sablon qui est l'endroit un peu parfait, à Saint-Malo. Donc c'était, voilà, on y est arrivé dans des très belles conditions. Maintenant, j'y ai pas passé non plus beaucoup de temps pour le moment puisque, quelques semaines après mon arrivée, on partait déjà sur le convoyage pour la Méditerranée et sur le Pro Sailing Tour. C'est voilà, le circuit Ocean 50, enchaîne bien donc effectivement, on a une base à Saint-Malo, mais on fait beaucoup de jours en déplacement. Bon, Thibaut, toi, tu es aussi basé à Saint-Malo. Tu me disais, avec qui je crois que maintenant il y a aussi le bateau on sait Luc Berry est aussi malouin. Tu me disais, il y a pas si longtemps que Saint-Malo était la capitale mondiale des Ocean 50, tu confirmes? Oui, ça le devient ou ça le redevient. On a eu, alors, il y avait une petite, pas une concurrence, mais il y avait aussi un équilibre avec la Trinité à l'époque, notamment de Yves Le Blévesque sur Actuel. Mais bon, à l'époque, on avait Maître Jacques et Crêpe Poiou et comment Letrimalo de Victorien Russard. Donc, on avait déjà pas mal de multi 50 à l'époque. Et là, ouais, revoir ces bateaux à Saint-Malo, ça fait plaisir. Déjà, nous, on se sent un peu moins isolés, même s'il y a pas mal d'activités. Hein. Bon, il y a Louis et Servan en IMOCA à côté, il y a quelques classes 40, mais on se sentait un petit peu isolé par rapport à l'activité sportive, entraînement qu'on peut mettre en place. Autant on apprécie le coin où on vit, mais on se rend compte qu'on est vite tranquille quand même. Et donc là, non, c'est chouette. Maintenant, l'enjeu, c'est de réussir avec les collectivités locales, institutionnelles, à montrer le dynamisme qu'on a créé autour de la voile, la course au large, mais particulièrement autour de ces bateaux-là. Et si on peut réussir à donner une identité multicoque à Saint-Malo, on serait bien heureux de le faire. Bon, raconte-nous un petit peu de ton côté, l'hiver dernier. Est-ce que sur ton bateau solidaire en peloton Arcep, vous avez fait des modifications? Est-ce que tu as fait évoluer un petit peu cette, plateforme qui a été mise à l'eau, on rappelle en 2018? Alors là, l'objectif, c'était pas l'évolution, c'était la reconstitution. Oui, effectivement, parce on rappelle qu'il y a eu chavirage, sur la route du Rhum. Bon, quand je parle de reconstitution, c'est que le bateau, il a pas été non plus désintégré. Au contraire, on a eu un retour d'expertise structurelle qui était très positif, avec quasiment rien de majeur, que des petits bobos liés essentiellement à du cosmétique
On n'a pas eu de soucis structurels, donc ça c'est déjà une super nouvelle. Par contre, tout ce qui était gréement, ça a été à refaire. Et donc là, l'enjeu, c'était de tenter de maîtriser les moyens pour réussir à commander le matériel et les timings pour être livré dans les délais. Et ça a été un peu tendu parce qu'on parle quand même d'un amas, d'une baume, de gréement dormant, de voile, d'électronique, de système de communication. Et on voit que là, dans tous les métiers, chez tous nos fournisseurs, c'était très compliqué. La preuve, c'est que là, notamment, un des sujets les plus importants qui était le mât, parce que j'espérais avoir un mât fini pour début mai. Là, j'ai juste un mât qui est non gréé fin mai, et j'ai encore un mois devant moi pour tenter de gréer ce mât définitif sans bateau. Et donc ma participation au Pro Sailing Tour cette année a été due quand même à pas mal de coups de main, de solidarité. Et le premier, c'est celui de B-Racing, de Stéphane et Louis, qui m'ont mis à disposition le mât d'origine du bateau de Pierre. D'accord. Ouais, d'accord. Donc là, le mât avec lequel tu as fait le Pro Sailing Tour et pas le mât dont tu as lancé la construction. Non. D'accord. Il est sorti de moule il y a une semaine et il faut encore qu'on trouve une solution pour. D'ailleurs, je lance un appel. Vas-y, c'est l'occasion. Qui est capable de nous donner un coup de main pour réussir à gréer ce mât. Voilà, l'appel est lancé. Bon, j'espère qu'il sera entendu. Erwan, du côté de la Trinité et de Coesio, est-ce qu'il y a eu des modifications faites sur le bateau cet hiver? Ouais, c'est des modifications mineures qui apportent pas forcément un plus. Je pense que ce qui différencie des autres années, c'est surtout la connaissance et la maîtrise du bateau, parce que ce bateau a été mis à l'eau en 2020 et a réellement commencé à naviguer en 2021. Et donc voilà, et donc il faut une phase d'apprentissage sur un bateau neuf pour un peu comprendre comment il fonctionne, trouver un peu les manettes. Et voilà, peut-être que là, on arrive avec cette expérience-là, et après 30 000 milles au compteur, voilà, c'est le bateau, on le connaît, et on va dire, tout ce qui fait aussi la différence, c'est toutes les phases de transition, on arrive à mieux exploiter ces phases-là, parce qu'on sait tout de suite les réglages qu'il faut pour qu'il avance. Racontez-nous un petit peu maintenant chacun vos choix d'équipage. On va continuer avec toi, Erwan. Toi, tu étais entouré sur ce Pro Sailing Tour de Devon Le Bihan, Audrey Augereau et Steven Lorziou, si je me trompe pas. Est-ce que tu peux et certains qui n'ont pas énormément d'expérience du large, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton choix d'équipage? En fait, c'est un choix d'équipage que j'ai fait très tôt dans la saison, dès janvier. Et dès janvier, en fait, c'était un Pro Sailing Tour version inshore et défi 24 heures. En fait, un peu la version qu'on avait initiée à la base sur les 2 premières saisons. Et quand on a modifié la version du PST, finalement assez tard dans la saison, moi, mes équipiers étaient réservés. Et donc j'ai fait le choix de garder cette même équipe, parce que on avait déjà entamé un travail et que ça se passait super bien, et que puis après discussion avec eux, ils ont voulu plutôt se dire on va profiter de ça pour se forger finalement un peu au large. Et donc voilà, on a trouvé une organisation qui allait à merveille, puisque du coup on a mis Audrey à la barre, et puisque c'est finalement c'est dans ses compétences majeures, puisqu'elle était barreuse sur un petit kata de sport. Et donc et voilà, et puis moi à la nave, donc et puis Dédé et Steven au réglage. Donc en fait on a réussi à trouver un équilibre qui était plutôt intéressant dans notre fonctionnement, et voilà, et c'était très sympa, et je regrette vraiment pas du tout d'avoir fait ce choix-là, de se dire effectivement le Pro Sailing Tour il change d'orientation. Donc j'avais plutôt un équipage qui était plutôt destiné sur les inshore, et en fait on a réussi à trouver une organisation qui nous permette de faire de l'offshore, et ça a été vraiment une vraie découverte, à la fois pour eux mais aussi à la fois pour moi, parce que ça amène beaucoup de fraîcheur dans ta façon de fonctionner quand tu découvres des gens au large, et que ces gens-là découvrent ce qu'est la course au large. Donc Ouais, c'était vraiment super.
On rappelle effectivement qu'Audrey Augereau est issue, naviguait jusqu'ici en Accra 17. Exactement. Pierre, toi, pour débuter sur ce Pro Sailing Tour, tu le disais tout à l'heure, tu étais entouré sur les 2 premières étapes de Baptiste Hulin et de Léo Legrand, qui je crois qui fait partie de l'équipe Sodebo, et sur la troisième d'un petit nouveau qui s'appelle Pascal Bidégory. Raconte-nous un peu tes choix d'équipage sur ce Pro Sailing Tour. Bah, nous, moi j'ai récupéré le projet un peu plus tardivement, donc le choix s'est forcément fait plus tardivement et c'est fait aussi par domaine de compétences. J'arrive sur un bateau où la technologie embarquée d'intelligence artificielle est beaucoup plus développée que sur les bateaux que je faisais précédemment, notamment le Figaro. Donc il fallait que je maîtrise ce paramètre-là et là-dedans, Léo, qui est un jeune navigant de mon âge, répondait à 100% sur les critères. Il m'a largement accompagné dans la maîtrise du pilote Malintech, mais aussi dans la navigation, puisqu'il navigue très très bien à côté. Donc le choix de Léo s'est fait un petit peu, voilà, il me fallait des compétences informatiques pour maîtriser l'ensemble des systèmes embarqués et ça s'est fait comme ça. Et Pascal, c'était aussi l'expérience du multicoque. C'est vrai que je me suis pas encore fait trop peur sur l'Ocean 50. J'ai pas fait de grands plantés ou de grandes tranches, mais je voulais voir comment ça se passait, voilà, à l'approche dans un grain avec de la mer et en ça, avoir Pascal sur la dernière étape, ça nous a largement aidé et c'était top. Baptiste, c'est aussi un quelque chose qui était important pour BE Racing, c'est la transversalité des projets. C'était intégrer au maximum les compétences et les équipes de BE Racing dans ce projet-là. Donc c'est en ce sens-là que Baptiste nous a parfaitement accompagnés les 2 premières étapes. Très bien. Et Thibaut, on va terminer par toi. Toi, tu étais entouré sur ce Pro Sailing Tour de Quentin Vlaminck et de l'Espagnol Pep Costa. Raconte-nous également tes choix. Ben, mes choix, ils se sont faits, enfin, avec une part d'instinct, de logique et de pourquoi pas. Déjà, pour moi, c'était une anomalie incroyable que de savoir Quentin sans pouvoir naviguer cette saison alors qu'il fait une route du Rhum de dingue, qui est tenant du titre du Pro Sailing Tour, que c'est quelqu'un qu'on a découvert au sein de la classe, qui est d'un investissement complet, qui est d'une vraie rigueur et quelqu'un qui est de très bonne compagnie, avec un sens de l'humour auquel je suis assez attaché. Et donc voilà, c'est ma chance, c'est qu'il était malheureusement pour lui disponible. Et donc ça s'est fait assez naturellement. Et puis dans l'hiver, j'ai reçu un mail d'une motivation incroyable de Pep que je ne connaissais pas du tout, mis à part l'avoir croisé sur des classements, des actualités, sur la mini ou les 2 solitaires qu'il fait. Et quand je me suis un petit peu renseigné sur lui, on m'a dit mais vas-y. Et voilà. Et donc on s'est rencontrés pour la première fois 1 heure avant sur le ponton pour partir en convoyage de Saint-Malo vers la Seine-sur-Mer. Donc petit pari quand même, mais très content d'avoir osé parce que voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement motivé, de très agréable, ouais, et qui est bon. Voilà, parce qu'on peut être motivé et agréable et pas pour autant qu'on finit par être bon, et il l'est. Donc les 3 critères étaient bien cochés, et donc c'est quelqu'un qu'on verra sur nos bateaux, ça c'est sûr. Ouais, on rappelle qu'effectivement Pep Costa qui a fait deux saisons, je crois, sur le circuit Figaro, et Quentin Vlaminck qui a perdu son sponsor Arkema et qui, je crois, c'est toujours en recherche sur ce bateau qui ne navigue pas pour l'instant. On va parler maintenant de chacun des 3 actes de ce Pro Sailing Tour. On va demander au vainqueur, Erwan, de la première étape entre la Seine-sur-Mer et Bonifacio. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Ça s'est fini presque en match race contre Viabilis, hein, ce que je disais tout à l'heure. 44 secondes d'écart sur la ligne. Ouais, bah écoute, ouais, c'était quand même assez incroyable. Je pense que une fois qu'on avait passé la dernière marque, qui était la Sud Lavezzi, dans les Bouches, au plein cœur des Bouches de Bonifacio, au lever du soleil, je pense qu'on était tous prêts à se dire que l'affaire était entendue. Mais écoute, voilà, c'est les joies de la Méditerranée. Grosse molle à l'arrivée, petit trou d'air pour Pierre et Viabilis, et puis voilà, on a réussi à passer à côté d'eux. C'est les joies de la Méditerranée. Je pense que ça aurait tourné dans un sens ou dans un autre.
Ensuite, il y a Thibaut qui est arrivé. C'était une arrivée quand même assez incroyable, parce que je pense que même à un moment donné, quand on s'est retrouvés tous les deux dans cette position-là, à 50 mètres l'un de l'autre, et qu'on a vu Thibaut qui arrivait avec Arcep qui arrivait par la côte, en longeant les magnifiques falaises de Bonifacio, on s'est dit là, Aïe, aïe, aïe. nous on se termine tous les deux, et pour nous deux ça sent pas bon. Mais et donc voilà, donc en fait après on est resté ensemble, on ne pouvait de toute manière plus atteindre les falaises, elles étaient trop loin, donc en fait donc voilà, donc ça aurait pu être Thibaut, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être Viabilis, c'était un peu pareil. On a eu la chance un peu de réussite de gagner la première. Bon, Pierre, tu as été victime de ta Méditerranée alors. Ouais, c'était un peu ça. Bon, mis à part, enfin, le début d'étape était juste déjà exceptionnel, sublime. J'ai ce souvenir de passer à 30 nœuds, skipper de mon trimaran dans la baie de Hyères-les-Palmiers, avec un premier coup à l'intérieur des îles, un premier coup stratégique qui a marché. C'était juste déjà incroyable. On a eu des conditions et des restarts en permanence sur cette course. C'était juste dingue. Et effectivement, dans la dernière nuit, on arrive à piquer la première place à Erwan avant les Sud-Lavezzi, à très bien naviguer dans le détroit entre les îles Maddalena et Lavezzi, à prendre quasiment 2 minutes d'avance. Et là, on s'est dit, bon, le vent d'ouest, il est 8 heures du matin, le vent d'ouest est déjà en place. J'ai dit à mes équipes, bon, je vous fais un café en attendant la ligne d'arrivée, parce qu'on était à 17 nœuds en ligne droite et la ligne d'arrivée. Il restait à peu près 15 minutes de course. Et quand je sors, il y a Léo qui me dit: «Je viens de prendre 2 génois dans la figure». Là, j'ai fait: «Ouh là, ça sent pas bon». Et ça revient un petit peu, c'est sûr que ça revient un petit peu à ce que disait Erwan, c'est qu'il maîtrise mieux les transitions. Le temps qu'on réadapte les réglages, qu'on sorte les bonnes voiles, qu'on relance le bateau, Erwan a eu le temps de nous contourner, et après de nous contenir dans nos attaques diverses et variées. Mais oui, c'est sûr que c'était une arrivée assez folle et très, très amusante, même si on se retrouve perdant de cette première étape. Et vous, Thibaut, vous avez ce que vous disiez à l'arrivée, vous avez tenté le hold-up sur cette fin d'étape? Bah, quand on voit qu'on a deux animaux bien visibles devant nous, avec un vent qui a l'air assez imprévisible, pas très clair, bah nous on a qu'une chose à faire, hein, c'est remplir le barillet et mettre les cagoules et tirer sur tout ce qui bouge. Hein. Donc voilà, il y avait un coup à faire, on l'a tenté. Voilà, il y avait se mettre derrière et se mettre dans la molle avec ceux qui en souffrent, ça a pas grand intérêt. Donc autant contourner les choses pour en sortir gagnant. Donc on a tenté un truc et puis bon, on avait assez peu d'illusions quand même, hein, faut être honnête. Mais rien que le petit plaisir de les voir, de les imaginer stressés, se faire leur match race plus avec un élément perturbateur derrière, on se dit bon là, on va et puis fatigué comme on était parce que c'était un vrai sprint hein, cette course-là. Voilà, si on peut les mettre un peu sur les nerfs et avoir un bon sujet de conversation autour du petit déj derrière, on va pas s'en priver. Bon. Deuxième étape de 235 000 qui avait été réduite, je crois, à 176 000, parce qu'il n'y avait pas énormément de vent, entre donc Bonifacio et Alghero en Sardaigne, avec quelques petits détours du côté du golfe d'Ajaccio. Erwan, encore une victoire. Raconte-nous un petit peu cette deuxième étape. Je crois qu'en plus, vous avez quand même bien apprécié le décor. Ouais, bah, il y a tous les virements, enfin depuis le début, entre Bonifacio et puis Ajaccio, c'était juste dingue. Tous ces virements de bord à la côte, toutes les baies, toutes les petites pointes à exploiter sur cette côte ouest de Corse, c'était juste magique. Et puis bah écoute, on avait une balle, on était surexcité et survolté, et du coup assez vite on s'est échappé, et après bah bon voilà, c'est toujours pareil, on s'échappe devant, mais la meute revient vite derrière, et donc il a fallu contenir aussi les attaques des uns et des autres. Ouais, c'était pas une étape simple, parce que c'était très dépressionnaire, avec des vents qui étaient quand même assez étonnants, avec des fichiers qui étaient pas sereins sur leur fiabilité. Donc c'était assez tendu nerveusement, mais écoute, avec un reaching un peu de fou
juste avant d'arriver à la pointe de Sardaigne, la pointe nord-ouest de la Sardaigne, là. Et puis une arrivée dans la pétole sous les falaises juste magique, un lever de soleil sur les falaises de Sardaigne d'Alghero qui était juste magique. Ouais, et encore avec une arrivée très serrée, puisque avec un Thibaut qui a encore fait le tour de la paroisse et prêt à nous chipper la première place. Donc c'est un peu le même schéma que la première, avec sauf que nous on a réussi à garder la tête. Parce que aussi Viabilis était en match serré, match race avec le Real Médecin derrière, donc ça a été aussi plus simple pour nous de garder le lead jusqu'à la ligne d'arrivée. Ouais, effectivement, Pierre, vous terminez troisième. Vous aviez terminé deuxième de la première étape avec 44 secondes de retard sur Coesio. Là, vous terminez troisième avec, je crois, 1 minute de retard sur le Rire Médecin, la motte de Luc Berry. Le match race vous a pas réussi sur ces 2 premières étapes. Non, c'est sûr mais bon, l'important c'est qu'on était dans le match. J'ai demandé à Gilles Chiori de basculer le PST l'année prochaine en course au temps, parce que je crois qu'en course au temps, on est vraiment bien. Mais non, effectivement, on perd encore une fois cette bataille dans la pétole face à Rire. On finit 3e à quelques secondes. Mais pour revenir sur la victoire d'Erwan, c'est sûr qu'il a montré sur cette étape le potentiel et la maîtrise de son bateau. C'est vrai dès le départ, j'ai ce souvenir où on le met dans la boîte derrière nous, dans notre axe. Je me dis: «Bon, déjà Coesio, c'est fait», et 3 minutes après, je le retrouve à mon vent, plus vite, plus haut. Je me dis: «Aïe, il va falloir qu'on s'accroche, parce que le wagon a l'air le TGV a l'air d'être lancé, donc il va falloir qu'on s'accroche». Il a très bien joué avec les effets de site, et effectivement, nous derrière, on a un petit peu, on a loupé des virements de bord, on était, voilà, moins en maîtrise, et c'était le cas pour Rire aussi. Mais voilà, c'est aussi la joie de ces bateaux. On a vu qu'il s'est arrêté, il avait plus de, je sais plus, je crois que c'était 10 minutes d'avance, en arrivant nord-ouest, Sardaigne, et puis il s'arrête à 6 nœuds, et nous on revient dans un rating de folie, à quasiment 30 nœuds de vitesse, donc les écarts se font et se défont de façon incroyable. C'est les joies de ces trimarans, et les plaisirs voilà, de pouvoir, le match n'est jamais fini jusqu'à une arrivée. Donc c'était une vraie régalade cette étape. Thibaut, un petit mot, vous, sur cette 2e étape? Nous, on a un peu plus souffert. On a fait un mauvais petit décalage dans une phase de le voyage entre Bonifacio et Ajaccio. On s'est mis un petit peu en retrait et on a fini en match race de voiture balai avec Wind of Trust. Et puis quand on contourne l'île de Tabernacle, la marque Tabernacle en baie d'Ajaccio, après avoir croisé Erwan à plus de 20 nœuds au portant, nous, on s'est retrouvés derrière, collés entre 3 et 4 nœuds pour passer, rappelle-toi Pierre, pour passer cette marque-là. Ça c'était rude. On Ah, voit c'était Erwan passer avec du vent et nous plus de vent. Et voilà, on se retrouve avec 20 minutes de retard 3 heures après, donc un peu rude. Mais on apprend que le parcours il est réduit, donc on se dit des occasions au moins de revenir. Et finalement, quand on se repenche un petit peu sur la météo et puis tous les contournements des marques naturelles, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on travaille aussi proche, enfin des balisages ou de marques naturelles. Ça, c'était très sympa. Voilà, on sait qu'il peut se passer des choses, qu'il y avait des petits phénomènes orageux aussi qui venaient un petit peu redonner un peu de piment. Et voilà, nous on se retrouve en effet dès qu'on chope les gars à l'AIS et qu'on a la 4G pour avoir les reports à bord. On reprend au moral à voir les vitesses qui se réduisent devant. On comprend qu'à un moment donné il va falloir rentrer dans la molle. Et voilà, puis à nous de choisir de prendre le périph au-delà des vitesses autorisées, quitte à se faire flasher, plutôt que de traverser le centre-ville où ça n'avance pas. Et là, oui, on s'est mis un petit peu à espérer arriver, mais là, ça aurait été un hold-up encore plus rude que la première étape. Mais petit rappel aussi, là, je retrouve un peu ce que dit, même complètement ce que dit Pierre. Le jeu qu'on a eu cette année sur ces bateaux-là, il est dingue, parce que les deltas de vitesse sont assez conséquents pour s'autoriser à croire qu'on peut toujours revenir. Et on l'a prouvé tellement de fois que, par exemple, sur la première étape, on a été les 5 bateaux à un moment donné pointés en tête.
Et pourtant, il y a eu des écarts, des trajectoires qui ont un peu changé, des vrais molles, du retour devant, mais tout le monde sur cette étape-là a été pointé en tête. C'est dire à quel point le jeu il est extrêmement ouvert. Maintenant, on y voit du sport ou de l'injustice, mais ça reste de la course à la voile et tout ce qu'on aime. Donc ça Je rend le jeu top. Pour alimenter ce que tu dis, je me souviens d'une image sur la première étape où on est entre l'Italie et le Cap Corse et la Giraglia. Et là, à l'AIS, en fait, on voit les 5 bateaux alignés sur la même ligne de gain au vent. Et en fait, on est sur la même ligne de départ. C'était incroyable. Entre l'Est et l'Ouest, et c'était juste incroyable. Ouais. Ça représente bien ce que tu dis. Ouais, et du jeu, il y en a eu aussi beaucoup sur la dernière étape. Donc, la dernière étape qui était le final rush entre la Sardaigne et Brest, 1650 milles, avec des bateaux très proches les uns des autres. Pierre, tu franchis Gibraltar en tête, je crois, de peu devant tes rivaux. Raconte-nous un peu la Méditerranée. Vous avez eu, notamment, j'ai entendu parler d'un bon bord de sanglier vers les Baléares. Ouais, il y en a eu, non, non, il y en a eu des régates avant d'arriver à Gibraltar. C'est sûr que déjà en partant de la Sardaigne, on savait que ça allait partir par devant, mais c'est parti très très fort par devant. Coesio qui était en tête à ce moment-là, on l'a vu inexorablement s'éloigner de nous et sans pouvoir rien faire. Mais par contre, ça a rejoué un petit peu dans les Baléares. On a eu un orage terrible à la pointe sud-est de l'Espagne qui nous a complètement arrêtés. À ce moment-là, c'est Arcep qui en a profité pour passer devant. Et puis dans l'approche du détroit, on a effectivement bien joué en se décalant un petit peu du côté marocain du détroit où il y avait un petit peu moins de courant. Et je pense que c'est ce qui nous a permis de passer en tête, mais toujours à vue avec Coesio. Et bon, on a pu un petit peu se libérer des autres bateaux à ce moment-là, mais c'est vite revenu. C'est ça qui est magnifique en Méditerranée, c'est que à chaque pointe, en fait, on peut passer en tête et on se dit: «Bon, est-ce que c'est la pointe qui va me libérer, qui va me permettre d'avoir une baie d'avance sur des concurrents ou est-ce que c'est un nouveau départ qui s'annonce?» Et dans cette course-là, dans ce Alghero, Brest, ça a souvent été des restarts après les pointes. Donc usant mentalement, mais hyper intéressant, stratégiquement et sportivement. Thibaut, raconte ta fin de Méditerranée. La fin Méditerranée douloureuse. Douloureuse, en effet, comme dit Pierre, on est sorti très bien là, d'une petite transition orageuse où on était, je pense qu'il y avait moins d'écart au bout de 36 heures de course au large de la pointe près d'Almeria que ce qu'il y avait en sortie de baie à Alghero au bout d'une demi-heure de course. Et donc ça croisait, ça jouait les bascules au portant dans un peu de mer, un peu de vent, des pressions de là de 25, 26, 27 nœuds. Rie, Paris, Les anciens GV hautes, ouais. les petits nouveaux GV1 Rie. Et puis ouais, on tente, on sort de cette phase-là du bon côté, avec un peu de réussite par rapport aux autres toujours, parce que notre placement il dépend aussi de celui des autres. Et on sort de là, et là on récupère une mer avant qui était très agitée, très croisée, mais bien dégueulasse. Là, il y a la dameuse qui est passée. On avait une piste nickel. On a chaussé les pneus slick. Et puis là, le vent rentrait doucement. Bon, il y a une phase un petit peu molle, mais le vent est rentré doucement. Et puis là, on est monté à 33, 34, 35, 38. Et puis on a fini à 39 nœuds. GV haute J1, mer plate. Le bateau il demandait qu'à partir. Et là, on s'est dit, bon voilà, ces vitesses-là, quand on sait que derrière, ça peut pas aller aussi vite, on commence à croire à un petit break. Et ben non. Et ben non, ça revient. Le jeu se réouvre jusqu'à nous tenter de maîtriser nos concurrents sur un voyage direction mer d'Alboran. Et puis là, il y a un paramètre qu'on a a priori mal anticipé. C'est un phénomène orageux qui avait côté Maroc, comme disait Pierre, et aussi un petit vortex de courant qui faisait qu'il y avait sur quelques petits décalages, il y avait des vraies différences. Exemple, hein, on était à quand même quelques milles au vent de tout le paquet en tribord. On voit les gars partir en pointe sur notre vent avec de la dos, de la droite. Et 3 heures après, même pas, on était derrière eux, sous leur vent. Et ils étaient eux barrés à 15 nœuds quand nous on était collés à 8-10 nœuds.
Donc de position au vent dans de l'ado, on a fini sous leur vent. Autant dire que ça fait toujours plaisir. Et puis après, voilà, on faut miser sur la transition qui nous attendait clairement à Gibraltar, où c'est un petit peu retassé. Et puis après, on s'est dit, bah tiens, si les orques peuvent y mettre leur grain de sel et arrêter les mecs devant, on sera pas mécontents. Mais bon, la brève rencontre qu'on a eue, nous et le rire médecin, a juste de quoi alimenter les discussions sur les pontons, mais n'a eu aucun impact sur la course. Thibaut, effectivement, on a entendu Luc Berry, notamment parler de rencontres avec des orques. Vous y avez eu le droit également? Ouais, on y a eu droit. Alors c'est marrant parce que la journée avant, j'ai croisé l'article qui parlait de la rencontre de Sébastien Destremaux là, à Trafalgar. Et au moment où on se rend compte qu'on va clairement y passer. Donc je partage l'article sur le groupe Skipper. Et quand Luc termine de le lire, et ben en guise de point de conclusion de l'article, boum, enfin il est chahuté. Donc rencontre avec les orques de nuit. Et donc il nous informe que ça vient de lui arriver. Moi derrière, je suis à 6000 derrière à peu près. Je lui demande la position, les coordonnées géographiques pour mettre le point sur Adrena. Et j'ai la main sur la souris avec la création de waypoint prête à être saisie. Et là, pareil, on se fait comme un sentiment d'avoir tapé quelque chose dans l'eau. Et dans les quelques secondes qui suivent, le bateau il est embarqué, poussé au lof, mais comme comme si c'était un jouet. Vraiment, c'est très impressionnant. Parce que la sensation qui est très particulière, c'est qu'on n'a pas senti de percussion. On s'est senti poussé. Et donc c'est de voir le niveau de maîtrise de leur force qui est vraiment impressionnant. Et puis donc là, on comprend très vite que ce sont les orques. Et on sort les projecteurs, on coupe le pilote, parce qu'on estime dans les théories qu'il y a autour de ces incidents-là que le pilote peut être une source soit de curiosité ou d'énervement. Mais voilà, il se passe plus rien. Je mets le projecteur derrière, pas de vue. Et voilà, ça s'est arrêté là. Ensuite de ça, le peu qu'on a pu inspecter au niveau des appendices, on n'a rien remarqué il n'y a pas eu d'avarie, rien de conséquent. Mais le rappel aussi, c'est que sur le convoyage aller, Wind of Trust, qui était donc mené par Renan Tressard, eux, ils ont 2 jours vu des orques, dont un qui est venu mordiller du bout des lèvres leur safran de flotteur sous le vent. Et on voit clairement la vidéo qui est très impressionnante où on voit l'orque qui arrive en position normale avec l'aileron en haut et le ventre en bas. Et d'un seul coup, il se met à 90 pour avoir la bouche dans l'axe du safran et venir le goûter. Et puis ça s'est arrêté à ça. Donc on est plutôt chanceux par rapport aux événements qu'il y a en ce moment. Donc je sais pas si après nos bateaux ne les intéressent pas plus que les autres. Peut-être est-ce qu'il y a une histoire de fréquence de vibration de nos bateaux? Est-ce que c'est une question de matériaux? Est-ce que c'est une question de couleur? Dès qu'ils aiment pas les safrans colorés? Enfin, je sais pas, mais en tout cas, nous, on s'en est plutôt très bien. Les 3 rencontres qu'on a eues ont été sans conséquence par rapport à cordial, ouais. Un peu surprenante quand même. Mais par contre, par rapport aux autres bateaux, aux autres accidents, ça n'a rien à voir. Apparemment, c'est un phénomène quand même de plus en plus fréquent, qui a été raconté par des ministres, des classes 40, quoi. Erwan, vous sortez donc de Méditerranée, plutôt dans le paquet, quoi. Raconte-nous un petit peu comment vous êtes en sortie de Méditerranée, comment se passe le début de la remontée du Portugal? Eh ben, écoute, ouais, on est au contact avec Viabilis, donc on est plutôt bien. Et puis, bah, écoute, nous, on arrive à repasser en tête, il me semble, après Saint-Vincent, dans la remontée du Portugal, là. Je crois. Et écoute, ça se passe plutôt bien. C'est vrai que globalement, on a toujours été dans le match, même si il y a des moments où on s'est retrouvé un peu derrière. On a toujours réussi à se recoller avec le paquet et à repartir en tête ou pas loin de la tête. Donc ça, c'était vraiment positif. Et puis après, il y avait le juge de paix qui allait arriver. On savait que en arrivant au Cap Finistère,
ça allait un peu changer avec ce resserrement du gradient de l'anticyclone et cette petite dep qui était en creusement sur l'Espagne. Donc voilà, on savait que ça allait se jouer là. Et ça s'est joué là. Oui, vas-y, continue, excuse-moi. Ouais, et ça s'est joué là parce que en fait, à quelques milles d'écart, on avait réussi à creuser puisqu'on avait quasiment 8-10 milles d'avance avant d'arriver sur le régime un peu dépressionnaire. Et puis en fait, à quelques milles, on est tombé dans la molle et 2 milles d'écart au vent, Viabilis a réussi déjà à nous rattraper parce qu'ils étaient quasiment 8 milles derrière et puis même à nous dépasser et à nous coller ouais, je sais plus combien de milles, mais en tous les cas être bien devant. Donc c'était un petit peu frustrant, mais écoute, voilà, c'était comme ça. Puis après, c'est parti au près dans de l'air instable, avec des rafales après juste avant Finistère, 35 nœuds, des bouffes que en plus c'était de nuit, donc tu les voyais pas arriver, donc c'était tonique. Et puis avant de choper la mer après le Cap Finistère, et puis après le Cap Finistère, on a chopé vraiment le vent et la mer et tous les virements de bord qu'on a fait. Enfin là, on est rentré dans une autre dimension après, mais ouais, c'était des conditions assez dures et c'était bien. On était content d'avoir fait. Pierre, vous, c'est peu avant le Cap Finistère, vous avez un problème technique qui vous oblige à vous arrêter à Vigo. Raconte-nous ce qui s'est passé et finalement, il y a un moment où vous avez songé à abandonner. Finalement, vous avez réussi à terminer l'étape. Ouais, c'est sûr, comme disait Erwan, on attendait ce nouveau fond de brise toute l'après-midi. En fin de soirée, on a une option qui est payante plus que ce qu'on espérait en restant un petit peu au vent de la flotte. On arrive à prendre la tête. Et là, on décide, on sait que le bateau, l'ancien Layton Viabilis, est un bateau qui marche plutôt très bien au près. Du coup, on s'est dit, bon, il va tranquille le contournement du Cap Finistère. Le vent était prévu fort, on y va tranquille, c'est notre première expérience dans du vent fort. Donc on a voulu y aller tranquille, mais dans la tranquillité, quand on veut prendre le deuxième riz, juste un peu avant le passage du Cap Finistère, il y a 24-26 nœuds, c'est pas dantesque, on est sous J2, de la mer, mais sans plus. On veut déjà passer sous riz 2 puisqu'on a une avance qu'on estime suffisante pour naviguer en mode safe. Et quand on prend le riz 2, en fait, la GV n'arrive pas à hooker. On essaye pendant plus d'une heure de hooker, on se remet GV haute. La GV se bloque GV haute. On passe dans une autre dimension où on se dit, bon, là, on a la GV bloquée en haut, il y a 30 nœuds et on arrive au Cap Finistère, c'est quand même pas bon. Et en fait, à force de jouer avec Adrice, on se rend bien compte qu'il y a un problème dans le chariot de tétière. Et donc, on affale complètement la GV pour se rendre compte que le chariot qui permet de hooker la GV sur chaque riz est complètement explosé. Donc là, il est 3 heures du matin, on est bien fatigué et effectivement, sans parler d'abandon dans un premier temps, juste de dire bon, c'est une pièce importante du bateau qui est cassée, donc on fait demi-tour quoi qu'il en soit. On va pas aller se mettre dans la mer, on reste sous la côte. Et puis très vite, on a eu des retours et des messages en direct par VHF des autres skippers. Je me suis un petit peu intéressé, ils m'ont tous dit que la pièce était pas facile à trouver et c'est en ça que je me suis dit: «Bon là, on est parti pour une semaine d'arrêt au port, le temps de recevoir la pièce». Mais bon, force est de constater on a eu de la réussite et on a eu une équipe solide avec BE Racing puisque Louis avait la pièce sur son étagère et donc la pièce est arrivée le lendemain midi à Vigo dans notre port d'escale. Bon, et donc vous avez pu repartir. Et donc on a pu repartir immédiatement pour faire route vers Brest et dans des conditions beaucoup plus maniables que ce qu'ont eu nos copains quelques heures avant. Ouais, Thibaut, justement, on va finir ce dernier tronçon, Golfe de Gascogne, une bonne remontée au près dans du vent, ça a dû être pas très agréable cette fin de parcours, mais pour vous, il y a quand même la victoire au bout, donc ça, j'imagine que ça efface tout. Oui. Ouais, donc tu vois là, je crois qu'en une douzaine d'heures entre le passage Cap Finistère et le moment où on quitte Ortegal, on a fait 26 virements.
où Ah on s'est ouais. navigué très rarement en dessous de 20 nœuds devant, et puis rafale à plus de 35 nœuds à Cap Portugal. Là, on a eu des conditions, mais alors c'était magnifique, hein. Mais on était bien content de pas y rester trop longtemps. C'était pas confort du tout, en tribord, une mer de face où, mine de rien, les bateaux ils marchent très facilement à 15 nœuds près, avec une mer assez formée et courte. C'était d'un inconfort redoutable. Donc plutôt motivé à en finir. Et puis voilà, j'ai pu apprécier les qualités de mon bateau à ce moment-là. Et puis on a eu aussi une bonne intuition de la part de Pep, qui nous a refait faire un petit décalage dans l'Est, quitte à être en VMG négatif par rapport à l'objectif. Et voilà, de créer un petit décalage par rapport à Erwan qui avait repris la tête dans ce long voyage-là. Et voilà, puis on reçoit plus de droite, et ensuite tout le prêt qui était à la fois tonique, mais pas non plus délirant. Et on a eu une nuit assez incroyable. Et là, voilà, le bateau au prêt avec son RM et sa robustesse, et puis l'équipage qui voulait enfin euh, ne plus se contenter de faire peur, mais de vraiment enfoncer le clou quand il pouvait le faire. Voilà, on s'est vraiment régalé à attaquer raisonnablement sur cette remontée de Gascogne. Et puis, on a une arrivée à Brest, juste dingo. Quand on fait le virement pour entrer en mer d'Iroise, quand on passe, nous concernant, au ras des Roches Noires, sous les îles, là, on est à 30 nœuds, auprès des bridés, à croiser les plaisanciers qui n'arrivent pas à nous suivre, même en bateau moteur. Et puis, une entrée de rade extra, quoi. Là, la récompense, grand soleil. Alors, c'est tout le paradoxe. Excusez-moi, les Brestois, mais c'est tout le paradoxe de ce Pro Sailing Tour, c'est qu'on se dit, tiens, c'est cool, on va aller chercher le soleil après un hiver un peu pluvieux, frisqué, en Bretagne. On va chercher le soleil en Méditerranée avec, oui, la Seine-sur-Mer. Bon, il a fait beau. Mais elle est en Corse, en Sardaigne, ça va être génial. Et on a eu un temps d'Iroise. Et c'est quand on arrive à Brest qu'on a un temps méditerranéen avec l'équivalent du Mistral, parce qu'on a fait un post-log hier dans des conditions exceptionnelles. On avait entre 18, 22, 20 rafales, 22, 23 nœuds. On a fait des runs de vitesse à plus de 30 nœuds avec des invités. Wow, on a passé un moment extraordinaire, un peu décalé. C'est ce qu'on imaginait vivre en Méditerranée. Et on l'a vécu à Brest. Comme quoi. Comme quoi, il y a plus de saison, comme on dit. Pierre, on va faire un premier bilan. Toi, c'était pas ta première participation au Pro Sailing Tour parce que tu avais navigué. Sur quel bateau tu avais navigué déjà Avec Seb Rock sur Primonial l'année avec dernière. Seb Rock sur Primonial l'année dernière. C'était ton premier Pro Sailing Tour en tant que skipper de l'Ocean 50 Viabilis. Quel est un peu le bilan que tu fais de cette épreuve? Bon, sportivement, un bon bilan pour nous. Forcément, on est content de la place où on est. C'est hyper intéressant, hyper pertinent. Maintenant, la différence par rapport à l'année dernière, c'est le statut de skipper. C'est vrai que c'est des bateaux qui sont assez stressants, les vitesses de rapprochement, les bouées, les croisements, les porte-conteneurs, tout ça, ça fait beaucoup de choses à gérer. Tout va très, très vite. On l'a dit, hein, traverser du golfe de Gascogne en 12 heures. Quand on fait de la stratégie, on n'en fait que pour quelques heures et puis il faut prendre les nouveaux fichiers et en refaire de nouveaux. C'est ça qui m'a plus marqué et usé. C'est le côté rapide du bateau, mais c'est aussi ce qui le rend incroyable. Ouais, une expérience pour nous, pour le partenaire sur le Pro Sailing Tour. Le fait voilà, on parlait de Brest hier, c'était juste incroyable, des runs à plus de 30 nœuds. Moi, mon partenaire a retenu encore plus le match qu'on a pu avoir sur les coefficients zéro inshore à la Seine-sur-Mer, où on a livré des batailles incroyables sur mer plate dans 30 nœuds et grand soleil. Ouais, une expérience 100% positive. Erwan, Thibault, vous êtes tous les deux, vous partagez la présidence de la classe Ocean 50. De votre point de vue de coprésident, quel est un peu le bilan que vous faites de ce Pro Sailing Tour saison 3, sachant que, comme le disait à l'instant Pierre, hein, là, il y a eu des inshore coefficient 0, alors qu'à l'origine, ils devaient compter. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce qu'il y a eu, est-ce que c'était un peu une année de transition pour le Tour, un petit peu moins de moyens? Je sais pas qui veut parler, Erwan ou Thibault? C'est totalement ça. Voilà, on a été obligé de réajuster le tir et réajuster le programme pour justement s'adapter aux conditions financières du moment.
Et donc oui, ce Pro Sailing Tour là est en transition et on espère, on va remettre un peu le, le paquet pour vraiment construire une édition, une quatrième édition l'année prochaine qui sera de qualité et qui sera de la version originelle, à savoir des inshore et un défi 24 heures, parce que ça correspond bien aux produits qu'on attend et, et pour nos partenaires c'est hyper important. Donc voilà, on va revenir sur ces bases-là. Et en tous les cas, le bilan de celui-là est quand même hyper bon. On a passé un mois magnifique en itinérance, avec beaucoup plus de com chaude disponible, beaucoup plus d'images disponibles à la com chaude. Je crois que ça s'est vu. Et ça, c'est très positif. L'organisation, voilà, il y a toujours, les médiamans étaient présents aussi. Donc la série 3, saison 3, devrait aussi voir le jour et va être en construction dans les prochains mois. Donc écoute, voilà, ça continue à exister. Ça continue, on espère, avec beaucoup plus de moyens. On commence à rentrer des partenaires privés dans la boucle, notamment avec l'arrivée d'Alliance, le soutien toujours actif de Petzel et Bollé. Donc tout ça, ce sont des signes qui sont très positifs pour le Pro Sailing Tour et surtout le soutien sans faille de Kenéo. Je pense qu'aujourd'hui ça permet à Upswing de continuer ça va permettre à Upswing en tous les cas de continuer à produire la série et j'espère que nous on va réussir à continuer à vraiment organiser ce Pro Sailing Tour de façon qualitative et revenir surtout aux origines qui est inshore et défi 24 heures. Est-ce que ça veut dire que le modèle économique du Pro Sailing Tour est compliqué à trouver? L'équilibre financier n'a pas l'air très évident? Bah oui, parce que l'objectif c'est pas évident parce que on a un objectif très élevé qui est l'objectif, c'est d'essayer de miser sur la dotation financière des collectivités du moins possible. Et donc ça, il faut qu'on arrive à un objectif de 70-30, 70 d'argent privé, 30% d'argent public. Et aujourd'hui, on n'y est pas du tout. Ouais. Et donc en fait, on a cette volonté au sein de la classe de dire non, ce n'est pas possible de continuer dans cet état d'esprit-là, et que le modèle économique, c'est trouver de l'argent privé. Et si on n'arrive pas à trouver cet argent privé et ces financements et ces sponsors pour financer le Pro Sailing Tour, et ben c'est sûr que le modèle économique il tient pas. Donc il faut qu'on ait à la recherche de financement et d'un partenaire titre pour faire fonctionner ce Pro Sailing Tour. Et est-ce que l'épreuve est potentiellement menacée pour la saison 4 ou tu es plutôt optimiste? Ouais, je suis plutôt optimiste avec les bons retours qu'on a eus cette année. Je suis optimiste sur le fait que cet événement il va perdurer. Thibaut, la suite de la saison, Thibaut, c'est quoi pour la classe Ocean 50? Alors, je voulais rebondir sur ce que disait Erwan. En effet, on peut être que optimiste parce que là, en plus, on a des nouveaux arrivants dans la classe qui, voilà, on fait un saut dans notre bassin olympique, on va dire, parce que c'est pas le grand bain océanique, mais voilà, il y a un engouement du côté des projets qui est réel. On a réussi à recalibrer un petit peu les priorités sur lesquelles on devait investir, et notamment, comme disait Erwan, la com chaude. Et là, on a quand même des résultats qui sont vraiment satisfaisants. On a aussi des retours d'expérience des partenaires et des partenaires nouveaux. Quand on échange avec le patron de Viabilis, le partenaire de Pierre, ce qu'il a vécu la Seine-sur-Mer, les retours qu'il a eu de la Corse, et ce qu'il a vécu encore hier, et juste le témoignage, il est génial. Pour nous, ça devient un des meilleurs VRP de la classe et du Pro Sailing Tour. De la même manière qu'on a accueilli des nouveaux partenaires du Pro Sailing Tour hier, mais et pourtant des gens qui sont qui ont une très grosse expérience dans le monde du sponsoring sportif. Et là, ils sont venus avec un sentiment de n'avoir jamais vécu ça ailleurs. Ouais. Donc, on a des ingrédients fabuleux et il y a vraiment de quoi être hyper optimiste. Et ce qui nous rend vraiment optimiste, c'est qu'on est tous en phase sur la pertinence du Pro Sailing Tour et de son caractère unique. Des bateaux extraordinaires, inshore, offshore, une docu-série
enfin, c'est quand même un super cocktail, donc on peut être qu'optimiste. Bon, et la suite de la saison alors? Le reste de la saison, oui, donc c'est The Arch là qui part donc samedi avec des runs qu'on fera vendredi devant Saint-Nazaire, un départ samedi direction Saint-Malo avec un petit revival du record SNSM un peu dans l'esprit, avec l'enjeu de pouvoir croiser sur notre parcours le paquebot qui fait lui un parcours semi-inaugural vers Amsterdam, et nous c'est de croiser ce bateau-là et de venir un petit peu animer sportivement toute une série d'animations qu'il y a à bord du bateau, notamment sur des conférences liées aux enjeux environnementaux. Et puis ensuite, je pense qu'il y aura un peu de repos pour tout le monde, un petit programme de RP, et puis on va retourner à Saint-Quay-Portrieux, qui est un endroit iconique pour la classe Ocean 50. Je crois qu'on va être sur la 17e édition du Trophée des Multicoques. Et puis et qui sera exceptionnellement cette année la seule épreuve inshore de la saison pour nos bateaux. Et dans la foulée, c'est la Rolex Fastnet qui va se courir en double, qui sera donc aussi l'occasion de se qualifier pour la Transat Jacques Vabre. Bon, la Transat Jacques Vabre qui va être un peu le sommet de la saison. On rappelle que vous allez être rejoint aussi d'ici normalement au Trophée des Multicoques par 2 nouveaux bateaux, hein. Le nouveau Primonial de Sébastien Rogue et le Réalité qui est de Fabrice Caillard, qui est une V2 du bateau d'Erwan. Transat Jacques Vabre, Pierre, tu vas disputer ta première Jacques Vabre en Ocean 50. Est-ce que tu sais avec qui ça va être? Est-ce que Pascal Bidégory, non, lui il est sur l'IMOCA avec Charles Dalin, mais est-ce que tu as un peu ciblé ton futur co-skipper? Non, non, chaque chose en son temps. Je répète la chronologie du projet, que j'ai récupéré, début mars avec des premières navigations en avril. Le premier objectif était le Pro Sailing Tour, c'était de savoir, c'était de se jauger sur le Pro Sailing Tour. On a encore, voilà, The Ark qui arrive, fin de semaine, des RP au mois de juin, comme l'a dit Thibaut, je crois que c'est pareil pour tout le monde. Donc une saison équipage en fait qui va aller jusque fin juillet, et à partir de là, on basculera, en mode double, mais voilà, je n'anticipe pas trop et je ne brûle pas trop les étapes. Je reste pour le moment sur de l'apprentissage, en ayant un maximum de monde et de compétences différentes qui passent autour du bateau. La transat, voilà, arrivera dans mon esprit cet été. C'est peut-être un peu tard, mais c'est mon planning. Bon, Thibaut, toi, tu as déjà annoncé que ça serait avec Quentin Vlaminck. Erwan, de ton côté, tu as choisi ton co-skipper? Écoute, oui, oui, ça sera annoncé, je pense semaine prochaine ou semaine d'après là. C'est tout chaud. Ça va après The Arch, ça sera annoncé, je pense. D'accord. The Arch, c'est une vraie compétition de la classe, ou c'est plus une sorte d'exhibition? Bah, c'est la vraie compétition, ça sera samedi avec le départ donc Saint-Nazaire, Saint-Malo, D'accord. qui sera une vraie régate, hein, clairement. On a une partie exhibition vendredi, mais je pense que voilà, au-delà effectivement, et là où tu as raison, c'est vraiment un prétexte. Au-delà de ça, je pense que on veut être acteur et actif dans cette transition. Voilà, et dans cette recherche des solutions pour la planète. Et voilà, je pense que à la base, il devait y avoir Canopée qui devait être là, hein, le bateau à voile, le premier cargo à voile, paquebot à voile. Ouais. Et malheureusement, ils ont trop de retard, mais voilà, on veut faire partie de cette histoire. On veut être un acteur. Hein, la classe Ocean 50 veut être un acteur de cette transition maritime. Et donc, bah voilà, il nous devait d'être là. Et il faut remercier Damien Grimond d'avoir encore eu des idées complètement dingues pour faire avancer les choses. Et on espère que voilà, par nos messages, par nos rencontres, qu'on va rencontrer plein de gens, plein de décideurs. C'est aussi du B2B, c'est pas forcément, on va pas rencontrer la population, mais on va surtout rencontrer des entreprises modernes, des acteurs modernes de la transition, des idées nouvelles. Et je pense que c'est aussi ça qui est intéressant. Et donc voilà, on allie course, exhibition et intérêt collectif.
Bon, très bien. Un dernier mot, Erwan, après on va vous libérer, notamment Thibaut qui doit partir naviguer. Est-ce que vous avez déjà une visibilité sur la saison 2024? Il y a une transat anglaise, une Québec-Saint-Malo. Vous aviez, vous, une route des Terre-Neuvas qui a été reportée, qui devait être une nouvelle transat entre Terre-Neuve et la Bretagne qui a été reportée d'1 an. Quel est un peu le programme en vue pour la classe Ocean 50 en 2024? Et ben, en fait, tu viens de citer toutes celles sur lesquelles on participe pas, sauf les routes des Terre-Neuva. Donc D'accord. ça sera notre transat. Et puis, comme annoncé à la remise des prix hier, avant-hier par Fortuné Pelicano à Brest, on sera présent aux Fêtes Maritimes de Brest, et ça sera l'occasion d'un épisode du Pro Sailing Tour à Brest, à l'occasion des Fêtes Maritimes en juillet. Donc voilà, c'est pas encore totalement calé le programme, mais en tous les cas, on a déjà 2 événements qui sont calés, qui sont la route des Terre-Neuva en août et les Fêtes Maritimes en juillet. Donc on ne sera ni sur la Transat CIC, ou la Transat, je sais. Oui, la Transat CIC, C'est la complètement. Transat CIC. Donc Ouais. on ne sera pas sur la Transat CIC et on ne sera pas sur la Québec-Saint-Malo l'année prochaine. Très bien. Eh ben, merci à tous les 3. C'était sympa de revenir sur ce Pro Sailing Tour 2023. On vous souhaite une bonne navigation sur The Arch, puis sur la suite de la saison. Et on aura sans doute l'occasion de se reparler d'ici le départ de la Transat Jacques Vabre. Merci, bonne journée à tous. Et quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour le 121e épisode de Pause Report. Merci, bonne journée. Merci à tous, salut. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!